Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. En actualité, Félix-Antoine Tshisekedi lance un dialogue national des 3 mois pour la paix et la refondation de l'État sans le FC 1-23. Kagame maintient la pression sur les FDLR. Kinshasa exige le retrait des forces rwandaises. Le président Félix Tshisekedi a lancé jeudi le dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État limité à 3 mois. Le processus débutera par la consultation dans 26 provinces avant des assises à Kinshasa. Majorité, opposition, société civile, confession religieuse, autorités coutumières et acteurs économiques, universitaires et scientifiques seront associés. Mes très chers compatriotes, ce dialogue national se distinguera d'abord par son ancrage territorial. Il ne commencera pas à Kinshasa, mais au cœur de nos 26 provinces, de nos territoires et de nos communautés. Avant les assises nationales, une vaste consultation politique et technique sera organisée dans chaque province. Des forums préliminaires réuniront au chef-lieu provincial les populations, les autorités locales, les députés nationaux et les sénateurs élus de la province, les représentants des entités territoriales décentralisées et déconcentrées, les partis et regroupements politiques de la majorité et de l'opposition, la société civile, les autorités coutumières, les confessions religieuses, ainsi que les milieux professionnels, économiques, universitaires et scientifiques. Les forums provinciaux devront examiner les causes de l'insécurité, le conflit foncier et communautaire, les inégalités et les réformes jugées nécessaires. Le chef de l'État a précisé que ce dialogue n'inclura pas les groupes armés actifs, notamment la FC 1-23, accusés de combattre l'ordre constitutionnel et d'agir au service du Rwanda. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique. Aucun mouvement armé ne pourra invoquer l'inclusivité pour imposer par la force ce qu'il n'a pas obtenu par les voies démocratiques. Ne pourront donc pas participer à ce dialogue en qualité de composante politique, ceux qui, à l'ouverture du processus, combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent par la force une partie du territoire national, administrent illégalement des entités de la République ou agissent au service d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. En revanche, une réintégration individuelle reste possible pour ceux qui renonceront sincèrement à la violence. Tshisekedi a insisté, le dialogue ne remettra pas en cause les institutions issues des urnes ni la Constitution. Il doit aboutir à un pacte national assorti d'une matrice publique fixant responsabilité, calendrier et mécanisme de suivi. Vital Kamerhe apporte son soutien total à l'initiative des dialogues annoncée par les chefs de l'État. Dans une déclaration, il salue une rupture méthodologique inédite, estimant qu'elle doit permettre de s'attacher aux causes profondes des crises qui secouent la République démocratique du Congo. Pour Kamerhe, cette démarche ne procède ni d'un article politique, ni d'une pression intérieure ou extérieure, mais contribue à la volonté souveraine d'engager la nation dans un moment de vérité. Le président de la Chambre basse appelle l'Assemblée congolaise à contribuer au succès des processus dans le respect des institutions et de la souveraineté nationale. Son message se résume en une formule: les Congos doivent aimer les Congos et l'Afrique doit aimer l'Afrique.
Le président Félix Tshisekedi a lancé ce jeudi 27 août la campagne permanente de solidarité nationale destinée à mobiliser le Congolais face à une crise humanitaire sans précédent. Portée par le ministère des Affaires sociales, cette initiative intervient alors que plus de 15 millions de personnes vivent dans une situation de vulnérabilité, conséquence des conflits armés, de crises sanitaires et des aléas climatiques. Dans son discours, le chef de l'État a appelé chaque citoyen et chaque institution à contribuer à l'effort national, faisant de la solidarité un instrument de cohésion et un rempart contre les tribalismes et l'inclusion. Dans les heures décisives de son histoire, une nation ne tient debout que par l'unité, la fraternité et la solidarité de ses filles et de ses fils. Le lancement de la campagne de solidarité nationale à caractère permanent ne consiste pas seulement à mettre en place un mécanisme de collecte de dons. Il marque le commencement d'un véritable sursaut républicain. À travers cette initiative, nous voulons inscrire durablement la solidarité dans nos valeurs, dans nos institutions et dans nos comportements. Il a particulièrement exhorté la jeunesse congolaise de force vive et espérance de la nation à se mobiliser. La ministre d'État, Eve Bazaïba Massoudi, a précisé que la campagne repose sur un dispositif rigoureux de gestion transparente et crédible, incluant une communauté de pilotage, des audits indépendants et de la délivrance des certificats de mérite citoyen pour honorer les donateurs. La gestion financière et le traçage sécurisé de chaque contribution fiduciaire seront intégralement assurés par la Caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes, qui est un établissement public de l'État. Cette mobilisation intervient dans un contexte marqué par la 17e épidémie d'Ebola en Ituri et un appel de fonds révisé à 2,13 milliards de dollars pour 2026. Le président Félix Tshisekedi a décoré ce jeudi 26 août le général Jean-Pierre Kasongo Kabouy, commandant du service national pour éminent service rendu à la nation et à l'humanité. Aux côtés du général, deux femmes ont également été honorées. Elodie Bokamboulou Bofumbu pour son engagement en faveur de l'inclusion des enfants et Liliane Temoningoy Mawa pour son action auprès des enfants malades et vulnérables. Le général Kabouy s'est distingué par la rigueur dans la formation de Xaxo Kuluna, transformé en bâtisseur de la République, et par la gestion du service national à Kinshasa, chargé de la propriété et de l'ordre public dans une métropole de plus de 15 millions d'habitants. Créé par Laurent Désiré Kabila et relancé sous Tshisekedi, le service national affiche aujourd'hui des résultats palpables. Le chef de l'État a présidé personnellement cette cérémonie de reconnaissance, symbole de l'importance accordée au travail de ces trois Congolais. À l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires de la législature en cours dénoncent ce qu'ils qualifient de mépris du bureau présidé par Aimé Boungi. À l'approche de la rentrée parlementaire et scolaire, ses collaborateurs des élus affirment vivre dans une précarité insoutenable. Ils réclament les paiements immédiats des arriérés des primes de juillet et août 2026, ainsi que les 50% restants de la prime de la session extraordinaire. Parmi les revendications, la fin du système des paiements d'Imaboko Bank, jugé opaque, au profit d'une bancarisation transparente, mais aussi la reconnaissance officielle de leur statut. Ils exigent la notification de leur nomination prévue dans la décision numéro 35, signée en 2024 par Vital Kamerhe, ainsi que la délivrance des cartes de service. Les assistants parlementaires assurent ne pas réclamer les privilèges, mais simplement le respect de leurs droits et de leur travail au sein de l'institution.
Dans le Congo central, l'Office congolais de contrôle OCC et le gouvernement provincial vient de signer un protocole stratégique pour renforcer le contrôle de qualité. Cet accord vise à garantir la conformité de produits industriels locaux et marchandises importées en intensifiant les opérations de certification et de vérification. Objectif, protéger les consommateurs et réguler le marché provincial. Le partenariat couvre aussi la production locale, le bien importé, avec un accent sur le respect des normes sanitaires et sécuritaire. Tout produit importé doit être contrôlé. À ce moment-là, la population est sécurisée. On dit voilà, ce que nous achetons a été contrôlé par l'OCC parce que nous voyons l'estampille sur les produits, sur l'emballage. Et puisque le gouvernement provincial a le droit de taxer les emballages, voilà pourquoi nous sommes venus nous associer au gouvernement provincial pour faire cet accord, ce qui fait que aujourd'hui il n'y a aucune entreprise qui importe ou qui produise ou qui fabrique localement qui va se soustraire à cet estampillage. À travers cette collaboration, l'OCC avec ses compétences techniques va pouvoir nous permettre d'aller chercher le plus grand nombre de taxes qu'on n'arrivait pas à pouvoir capter pour la province. Donc c'est vraiment une plus-value pour la province et nous en sommes très contents. Une démarche présentée comme un gage de transparence et de fiabilité pour la population du Congo central. Sur la scène politique congolaise, le Parti démocrate chrétien social annonce son reliement à la coalition C64. Le parti confirme son adhésion totale aux revendications portées par ces regroupements et appelle ses militants à une mobilisation massive. Objectif, renforcer le front d'opposition et soutenir la démarche de protestation prévue le 15 septembre. Ces ralliements marquent une nouvelle dynamique dans l'opposition qui cherche à élargir son assise, à intensifier son action politique face au pouvoir. Le président rwandais Paul Kagame maintient la pression sur la question des FDLR. Il dénonce des sanctions visant, selon lui, ceux qui combattent ces groupes armés plutôt que ceux qui les soutiennent. Kigali continue de présenter les FDLR comme une menace directe pour sa sécurité nationale, rejeta toute responsabilité dans la guerre à l'est de la RDC. Kinshasa affirme pourtant avoir franchi une étape importante avec la signature d'un protocole de réduction des FDLR le 28 juillet dernier, destiné à répondre à l'une des principales exigences du Rwanda. Mais pour la RDC, la priorité reste le retrait des forces rwandaises de son territoire. Sur les terrains, les processus de paix commencent à produire des actes à Minembwe, au Sud Kivu. La première mission de surveillance du cessez-le-feu menée par l'Égyptien Pliss a été saluée par Washington. Le conseiller américain Massad Boulos y voit une avancée concrète, susceptible de renforcer la confiance, protéger les civils et rapprocher les parties d'une paix durable. Après des mois de combat et a conduit à la prise de Goma et Bukavu par les 1-23, l'enjeu est désormais de transformer les engagements diplomatiques en résultats visibles sur les terrains. Nouvel épisode d'escalade sécuritaire dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans les territoires de Fizi. Un avion soupçonné d'appartenir à la coalition rebelle FC-123 a été abattu aux environs de Minembwe. Cet incident militaire d'une importance capitale intervient dans un contexte de forte tension et d'affrontements armés dans le haut plateau. Alors que les circonstances exactes de cette frappe restent sous toute surveillance, l'événement confirme l'intensité des opérations et la dégradation sécuritaire dans cette partie du pays. Le gouvernement congolais a réaffirmé dans un communiqué publié jeudi sa détermination à protéger les étudiants et les enseignants face à l'agression dans l'est du pays. Kinshasa insiste sur la nécessité de préserver la régularité du parcours académique, la valeur du diplôme et le droit des enseignants tout en poursuivant les efforts pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones occupées. Le communiqué précise que les enseignants régulièrement reconnus continuent à percevoir leur rémunération, y compris ceux ou déplacés empêchés d'exercer. Des situations individuelles liées à une éventuelle collaboration avec la SC123 sont examinées dans le respect de procédures et des droits de défense. Le gouvernement rappelle que l'occupation d'une partie du territoire ne confère aucune compétence académique aux rebelles ni au Rwanda. Les comités de gestion légalement investis demeurent le seule autorité habilitée.
Une université congolaise ne peut devenir un butin de guerre, souligne le test. Enfin, les acquis académiques restent protégés et aucun étudiant ne devra recommencer son parcours. Ces mesures, fondées sur la Constitution et la loi cadre de l'enseignement national, seront suivies et réévaluées selon l'évolution sécuritaire et institutionnelle. Le gouvernement congolais défend fermement la suspension des activités académiques dans les zones sous contrôle du groupe rebelle AFC 123. Face à la dégradation sécuritaire dans l'est du pays, Kinshasa maintient une ligne dure. Aucune université ni institut supérieur ne doit fonctionner sous administration parallèle. Pour les autorités, cette mesure vise à préserver la souveraineté nationale et à empêcher la légitimation d'un pouvoir rebelle. Le gouvernement affirme haut et fort son refus de voir le secteur éducatif et universitaire devenir un butin de guerre entre les mains des insurgés. Nous sommes tout en haut du village Sidi Bou Saïd. Comme chaque année, Ali Chérif se prépare pour la Harja, une procession mystique et un moment de communion où les soufis de Sidi Bou Saïd accueillent une autre confrérie venue de l'Ariana, une tradition ancestrale qui persiste. En fait, ça fait partie de l'identité du village. C'est la tradition la plus populaire et qui est liée à l'âme du village. Et petit à petit, tous les Tunisiens se sont identifiés à cet événement-là. Et donc, ils aiment bien participer et assister pour avoir une certaine bénédiction annuelle. Une bénédiction, mais aussi un lien d'amitié et de spiritualité qui attire les jeunes soufis. C'était des gens qui venaient juste pour les vacances, juste après la fin de la moisson. Et ils venaient ici pour 3 jours pour les vacances. Et depuis, on a lissé des liens avec eux. On est devenus des familles, on est des amis. Et on partage beaucoup de choses ensemble. Et donc c'est une procession qui fait partie de notre tradition qui a lieu chaque année. La préservation de cette tradition, c'est l'atout majeur qui a permis au village de se démarquer d'autres sites touristiques au moment du dépôt de la candidature à l'UNESCO. Entre autres, le classement a eu lieu grâce à ça. Grâce à l'attachement des habitants et des amoureux de la colline envers cette tradition-là. C'est une tradition qui ne dépend pas des autorités, qui ne dépend pas des organismes, qui dépend juste des volontés des habitants et des amoureux de la colline. Et la Hadja attire chaque année de nombreux Tunisiens qui viennent assister à la procession et aux cérémonies soufis dans le mausolée du saint Sidi El Beji. Nos parents aussi venaient de temps en temps assister à ce moment sacré. Ils font des prières, on fait des vœux. Voilà, c'est juste une tradition. Pour moi, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Un hommage d'autant plus important que l'existence du mausolée remonte au XIIIe siècle. Il avait été incendié par des extrémistes en 2012, puis restauré. Désormais, il est aussi protégé par le classement onusien. Ce journal touche à sa fin. Voici le rappel des titres. En actualité, Félix-Antoine Tshisekedi lance un dialogue national des 3 mois pour la paix et la refondation de l'État sans le FC 123. Kagame maintient la pression sur les FDLR. Kinshasa exige le retrait des forces rwandaises. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.